Bien. On accueille cet après-midi les étudiants en thèse qui sont partis en voyage sur la côte ouest des États-Unis. Merci à tous d'être venus. Effectivement, on voulait une restitution la plus large possible de cet événement parce qu'on pense qu'il profitera en fait vraiment à l'ensemble du CEA Grenoble. Peut-être pour situer donc ETAP, l'association des jeunes chercheurs, dont on va donner un mot juste après. Donc tout le bureau a participé, c'est vraiment l'effort de tout le monde. Et donc cette année, on voulait quelque chose de plus ambitieux parce qu'on sentait aussi que derrière, il y avait aussi une volonté de la part du CEA à s'afficher plus loin que l'Europe et peut-être essayer aussi de faire une promotion via les jeunes chercheurs, via le dynamisme qui existe aujourd'hui au CEA avec les doctorants, à aller plus loin. On a 3 personnes de l'INAC, on a 7 personnes du LETI, on a 4 personnes du LITEN et on a même une personne de la DSV. Et puis on va passer en revue tous les deux les laboratoires qu'on a visités. Donc je vais peut-être commencer. Le premier, on a commencé par Berkeley les 3 premiers jours. Arrivé sur Berkeley ici, justement à la porte qui fait la frontière entre le campus et le quartier hippie de Berkeley. C'était une belle entrée en matière. C'est vrai que les moyens sont vraiment pas les mêmes. On a vu beaucoup de machines qui sont récupérées des industriels, offerts, c'était dons ou des compensations par les industriels sur des formats plus petits. Et on se rend compte de la richesse qu'on a au CEA d'avoir des plateformes 200 mm, 300 mm, des choses qui n'existent pas du tout à Berkeley. Et pourtant, ils font quand même de la recherche qui fait la une de Nature une fois sur deux. La visite des laboratoires du professeur McGee, le monsieur photovoltaïque de Stanford. Et là encore, on a eu le temps d'échanger, de leur présenter Giant. Ils nous ont montré ce qu'eux faisaient sur place. Et là, pour le coup, on avait aussi, on avait 3 présentations techniques sur le photovoltaïque et le solaire thermique, qui font tout eux-mêmes. Donc, ils sont formés, en fait. Il y a un technicien qui va former tout le monde et faire la maintenance. Et après, c'est eux qui font tout. Ils font les dépôts, ils font les attaques HF, ils font les caractérisations derrière, ils font les fiabilisations, la fiabilité, l'étude de fiabilité des modules. Et on s'est rendu compte d'ailleurs en visitant, que ce soit les laboratoires de Stanford ou de Berkeley, qu'il y a un permanent pour 10 doctorants à peu près. Le ratio, il est, ils mettent énormément l'accent sur les doctorants, les PhD. Donc ma question, c'est en fait, on a un mal de fou à attirer des thésards chez nous, avoir des candidats. Donc on est content de vous avoir, mais on a beaucoup de mal à recruter. Donc la première question, c'est est-ce que c'est la même chose là-bas? J'ai pas l'impression. Par ailleurs, on voit que les moyens sur les photos que vous montrez, et puis pour les avoir visités, c'est quand même très en deçà de ce qu'on a nous. Donc comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des candidats américains qui viennent chez nous? Qu'est-ce qu'il faut leur vendre? Il faut faire de la com, il faut... Alors déjà, il y a un truc qui serait important de faire, c'est d'avoir un site internet. Déjà, je pense que s'ouvrir à l'international, ça commencerait déjà par l'UE. Déjà, si on arrivait vraiment à attirer des gens de l'Allemagne et du Royaume-Uni, d'Espagne, tout ça, et c'est déjà un petit peu le cas, mais je pense c'est plutôt par là qu'il faut le pousser. Pour avoir discuté avec des étudiants en thèse et en postdoc, il se trouve que la France reste un 3e, voire 4e ou 5e choix. Le premier choix des étudiants, ce sont les États-Unis, pour le prestige. Et puis après, il y a tous les pays anglo-saxons, parce qu'ils sont sûrs de pouvoir trouver au moins quelqu'un qui parle leur langue, pouvoir se débrouiller. Moi, je voudrais revenir 2 secondes sur la question qui a été posée, comment attirer les thésards américains. Il faut penser que là-bas, le fonctionnement, c'est je fais mes études dans la fac, je commence à travailler petit à petit avec le professeur. Donc généralement, ils commencent la thèse, les Américains, avant le master. Petit à petit, je me retrouve à faire des projets avec le professeur. Parce que sur Internet, c'est bien expliqué, tous les professeurs, comme vous disiez, gourous, avec les publications qu'ils ont eues, l'impact et leur CV. Donc je vais envoyer un email à ce professeur, je vais travailler petit à petit avec lui et après je vais me retrouver à faire une thèse avec lui. Oui, même les professeurs qui ont assisté à la présentation de Giant, c'est vraiment les installations scientifiques qu'on a sur Europol et c'est quelque chose qui les intéresse. Parce que c'est vrai que quand on voit leurs installations, on peut comprendre qu'ils ont peut-être envie d'avoir quelque chose peut-être un peu plus gros, un peu plus industriel, puisque quand on a visité le laboratoire de QB3, on a vu une salle où il y avait un undergraduate, donc c'est un
un étudiant en licence qui faisait des puces pour un PhD qui devait faire des tests statistiques dessus. Et donc, en gros, il devait faire 10 000 puces. Mais les 10 000 puces, ils le font à la main parce qu'ils n'ont pas de machine pour les faire. Donc, pour la visibilité, donc on n'a pas les professeurs gourous, mais surtout on change de jour tous les 4 matins. Donc moi je vois dans les conférences, c'est une catastrophe. On est 4 de la même unité, et on est 4 à se présenter différemment. Donc les mecs, ils voient, ils se disent, mais ils sont où, ils viennent d'où, ils font quoi? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une différence en termes de votre autonomie par rapport à celle des étudiants en postdoc? Est-ce qu'on attend plus d'eux qui proposent, qui soient force de proposition, ou est-ce que c'est tout à fait pareil? Et cette fameuse question, qu'est-ce que le CEA pourrait importer de ces campus? Alors ça ne serait pas forcément importer, mais ça serait peut-être essayer de faire un mix. Parce que pour avoir discuté avec des doctorants là-bas, ce qui diffère vraiment, c'est leur liberté d'action. En gros, si on a envie de tester quelque chose là-bas, eh ben, le prof il va dire vas-y. Alors l'étudiant il va peut-être se casser la gueule, mais c'est pas grave, parce que au moins il aura appris quelque chose, ça aura fait avancer le sujet, ça aura fait avancer la question, et par lui-même il aura pu découvrir des choses, faire des choses et prendre confiance en lui. Et plus on est nombreux, plus il y a des possibilités qu'on sorte des idées quand même. Et c'est vrai que là-bas on a vu des couloirs où c'était rempli de couvertures de Nature, Science, tous les grands journaux scientifiques auxquels on aspire à peu près tous, mais tout seul, c'est quand même relativement délicat d'accéder à telle revue, alors que là-bas, ils sont peut-être 6 ou 7 à bosser sur la même thématique ou des thématiques connexes ou des choses où ils peuvent interagir. Là-bas, quand on y était, on a vu des meetings entre PhD students où ils faisaient des brainstorming, toutes sortes d'entraide pour favoriser l'innovation. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer d'importer, ou au moins mixer avec notre culture, parce qu'il ne faut peut-être pas jeter notre culture non plus, mais essayer de faire des mix intéressants qui permettraient d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait nous. Si vous n'avez pas d'autres questions pour moi, je vais répondre. Est-ce que ça m'a donné envie de partir travailler dans ces laboratoires? Donc oui, Stanford, ça donne envie. Il y a tellement de laboratoires, les laboratoires sont super bien équipés. Bon, moi j'étais la seule biologiste, donc c'est pour ça. En même temps, voilà, les photovoltaïques, je ne suis pas assez connaisseuse. Donc en biologie, en neurosciences, ils ont les appareils que j'ai quand moi je vais au GIN. Le GIN vient de l'acheter l'an dernier. Eux, ça fait 2 ans qu'ils l'ont et ça fonctionne bien. Moi, je suis toute seule sur l'appareil. Eux, ils ont une équipe de 10 personnes. Donc oui, le postdoc, si je peux, Stanford, c'est bien. Même si je porte Becquerel aujourd'hui, j'ai aussi Stanford. On a même vu une salle de réunion où toutes les semaines, il y a 2-3 personnes qui présentent leur projet start-up devant des grandes personnalités de la Silicon Valley. Ils sont vraiment dans cette optique-là. Disons que nous, l'équivalent d'un peu ce qu'on a vu à Stanford et Berkeley, ça serait un peu Cleanatech, quoi. La mise en avant de Cleanatech avec un site web dédié, des fundraising, beaucoup de mise en valeur, d'innovation. C'est un petit peu notre pendant ici à ce qu'on a un petit peu retrouvé là-bas, quoi, avec des équipements de pointe, de l'affichage, d'affichage international. Par rapport à ce qu'on fait ici, je trouve quand même ils sont super survalorisés au niveau de la communication, parce qu'on fait quand même des très bonnes choses ici. Et alors par exemple, moi je fais mes études à Paris, et là-bas à Stanford et Berkeley, j'ai retrouvé des gens qui étaient avec moi en école d'ingénieur et qui sont partis faire leur doctorat là-bas. Ils auraient très bien pu le faire au CEA Grenoble, ils auraient eu les mêmes conditions de travail, ils auraient pu faire de la recherche aussi bonne. Mais sauf qu'à Paris, on ne connaît pas du tout le CEA Grenoble, qu'on n'en entend pas parler. Je voudrais juste faire un dernier témoignage. J'ai eu le plaisir d'accompagner le groupe d'étape à Imperial College il y a 2 ans. Et j'ai vu des thésards, de part et d'autre, au même niveau échanger, au même niveau de qualification, capacité, enthousiasme. Alors je vous félicite et je vous encourage à continuer à donner cette belle image du CEA que vous faites. Okay, merci.